Bonjour. Bonjour Sébastien. Alors, pourriez-vous vous présenter? Oui, je m'appelle Christine Bénard. Je suis physicienne. Je raconte ma vie? Tout à fait, votre vie professionnelle, on va dire. Oui, j'étais d'accord là-dessus. Bien, alors j'ai commencé ma carrière au CNRS en optique quantique. Et puis au bout d'un certain temps, j'ai changé de domaine parce que j'avais l'impression d'être trop loin de notre société, de la réalité. Donc je me suis intéressée à la mécanique des fluides, à la théorie des systèmes et surtout aux applications industrielles et aux procédés industriels. Je me suis mise à faire du consulting, avec Saint-Gobain, avec Pichinet. Bien, dans ce cas j'ai créé un labo. Que dire de plus pour la partie CNRS? En gros c'est ça. Et puis un beau jour on m'a proposé de partir aux US. Dans le cadre du ministère des Affaires étrangères, et je suis devenue la conseillère pour la science et la technologie. Il faut que vous sachiez que la France entretenait, mais entretient encore, mais c'est un peu moins gros maintenant, des services scientifiques à l'étranger considérables. Le service français, scientifique et technique aux US, il avait 40 personnes. J'avais 14 attachés scientifiques, pas n'importe qui, des X-Mines, X-Télécom, etc. D'accord ? On faisait essentiellement un travail d'information, de veille, je m'empresse de dire, tout sauf de l'espionnage, beaucoup plus naïf que cela. La seule chose importante qu'on faisait, d'après moi, c'était un forum qui s'appelait Forum USA, qui était Job Fair. On arrivait à avoir jusqu'à 3500 personnes au total. Le forum se passait une fois par an. Successivement, on était à Boston, à Chicago et à Houston, ou à San Francisco, ça dépendait des années. Et on faisait venir tous les jeunes Français ou francophones, c'était très drôle, on avait aussi toutes sortes de francophones qui débarquaient, qui étaient en doctorat ou post-doc aux US, et qui se préoccupaient de trouver un job, et qui au fond voulaient rentrer en France, ou en tout cas pas rester aux US. Ce qui est l'immense majorité de tous ces jeunes. Ça, on oublie de le dire. J'avais fait faire aussi une enquête extrêmement intéressante sur cette population de post-doc. C'était dans les années 2003, 2004, 2005. Et il y avait beaucoup de post-doc à l'époque, français. Et en fait, plus de 85% d'entre eux rentraient finalement en France, mais avec des temps plus ou moins longs. Et les plus dramatiques, c'était les sciences de la vie. Et c'est toujours vrai. Les sciences de la vie restaient 6 ou 7 ans à tourner de petits post-doc au petit post-doc aux US sans trouver de job en France. Et parmi ceux qui restaient aux US, c'était aussi très intéressant, enfin, mon histoire elle a presque 10 ans quand même maintenant, il y avait beaucoup qui vous disaient « mais moi j'ai pris un boulot aux US parce qu'on ne m'a rien proposé en France ». Mais ce n'était pas un choix déterminé. Et donc on s'occupait de ce job fair, qui demandait beaucoup de travail, devait être absolument professionnel, totalement professionnel. On faisait venir toutes les boîtes françaises, un nombre de gens, je ne sais pas combien, il y avait 50 ou 60 boîtes qui étaient là. Ils avaient des entretiens avec les jeunes, tout ça avec un agenda, ils avaient tous les CV, c'était un boulot immense, de professionnels. J'avais 3 personnes au service scientifique qui s'occupaient de ça, et je m'en occupais directos. Et quand je suis partie, ça a été supprimé. C'est pas moi qui l'avais inventé. C'est des gens avant moi qui avaient eu cette idée. Je ne suis pas en train de défendre une idée à moi, qui était à mon avis excellente. Pourquoi ils l'ont supprimé? C'est quand même fatigant. Quand même, on ne vient pas dans une ambassade avec les tapis rouges, les cocktails pour s'enquiquiner, à organiser des job fairs. Non, faudrait pas. Supprimer. Je me souviens, j'avais dit à l'ambassadeur, ça faudra peut-être pas le garder, j'avais dit à l'ambassadeur en partant, écoutez monsieur l'ambassadeur, il y a une seule chose importante. Vous faites service scientifique, tout le reste on pourrait le supprimer. La seule chose importante, c'est le forum, il s'appelait comme ça, Forum USA. Quand je suis parti, c'est la seule chose qui a été supprimée. Ça c'était donc ce passage, oui, je me suis éternisé, c'est le passage aux US. Donc la fuite des cerveaux, enfin par rapport à... Je me suis énormément occupé de la fuite des cerveaux. À l'époque, j'ai eu une excellente relation avec le ministère de la Recherche, que je connaissais. Je vous ai passé des morceaux de ma vie, mais j'étais 1 an en cabinet ministériel au ministère de la Recherche. Et ils ont même créé une petite bourse au retour sur ma suggestion. Et je pense qu'elle existe encore, d'ailleurs, 10 ans plus tard, pour aider les postdocs à rentrer en France.
c'était pas grand-chose, mais quand même, un peu de sous pour rentrer. Et donc, c'est toujours un sujet, mais ça n'est un sujet vraiment que si la France a des jobs à offrir. Ça devient l'autre face du problème en ce moment. L'époque dont je vous parle, c'était pas le sujet. Il n'y avait pas cette crise de l'emploi. Donc là, en ce moment, on s'est doublé d'un autre problème. Qu'est-ce que les boîtes françaises ont à offrir comme job? Voilà. Donc, après ça, ben, justement, quand j'ai quitté, on reste 4 ans dans ces jobs à l'étranger, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Et c'est là que j'ai décidé de partir dans le privé. Voilà. Et c'est très intéressant, j'ai été recrutée en envoyant ma candidature libre. D'accord? Quand même intéressant. Les boîtes sont beaucoup plus ouvertes qu'on ne le croit. Vous aviez des contacts du fait de votre laboratoire? Michelin, je connaissais personne. Et voilà. Et il y a une autre boîte qui a été intéressée par moi, qui était L'Oréal. Mais j'ai préféré Michelin pour tas de raisons. Mais, et c'est pareil, je connaissais personne chez L'Oréal. Non, les boîtes sont plus malines qu'on le croit. Qu'est-ce qu'il devait se dire? Cette nana, elle a fait du consulting pendant des années, j'ai oublié de dire, oui, en plus, je l'ai peut-être dit, je faisais du consulting, donc elle connaît un peu le milieu industriel malgré tout, elle a un bon niveau scientifique, elle a un réseau d'enfer, évidemment, avec le temps passé aux US et tout, ça doit pouvoir être utile. Ah donc c'est extraordinaire, et Michelin m'a confié quand même, alors Michelin c'est très intéressant, je ne sais pas non plus si ça peut intéresser vos auditeurs ou vos voyeurs. Michelin, quand on entre chez Michelin, on fait un stage de formation. Et j'ai vu mon âge déjà à l'époque, on m'a dit non Christine, c'est pas la peine que vous fassiez le stage ouvrier, vous allez seulement faire le reste. Le reste dure 3 mois. Stage que j'ai fait, où on mélange les jeunes qui débarquent, qui sortent de leur école, et puis des plus vieux, qui vont avoir des postes donc à l'intérieur de l'entreprise complètement différents. Et j'étais dans le même groupe qui a recruté l'actuel patron de Michelin, Jean-Dominique Sénard. C'est pour ça que je le connais bien. On est entrés ensemble, on a fait notre stage ensemble. Pour vous dire que ces boîtes ont beaucoup plus de... Comment dire? C'est beaucoup moins rigide et tout que les gens l'imaginent à l'extérieur. Et c'était très drôle parce que moi j'étais dans ce stage, bon, les plus jeunes, ils avaient votre âge, ou peut-être même plus jeunes encore, ils avaient bien repéré qu'il y avait des gens nettement plus âgés, qui avaient l'air plus à l'aise, moins intimidés, je sais pas quoi. Et alors, moi, ils venaient me consulter. Puis, ils m'ont dit de faire ci et ça. Je me demande pourquoi ils me demandent ça. Donc, je donnais des conseils à mes coéquipiers ou co-stagiaires. Enfin, donc, c'était très intéressant. Et ensuite, Michelin m'a ouvert une voie royale en me faisant une confiance incroyable. Je n'aurais jamais rencontré dans le public. Jamais. Jamais. Incroyable. Et en plus, en me donnant non seulement la confiance, mais en me donnant des facilités que le public ne peut pas donner. C'est pas seulement une question de sous. C'est, écoutez, vous allez former votre nouveau département de recherche amont sur des nouveaux thèmes, etc., pluridisciplinaires. C'était ça le projet. Vous prenez les meilleurs. Allez-y. Vous voyez faire ça, entrer en CNRS et on me dit, bah, allez-y, vous tournez chez vos collègues, là, dans tous les labos, prenez les meilleurs. En interne, donc. C'était en interne. Chez Michelin. J'ai piqué les gens dans les départements qui existaient. Département, pas de recherche, n'importe quel département. Des départements de recherche, si. Parce que uniquement. Vous savez, il faut voir aussi que les structures de la recherche d'une entreprise bougent tout le temps. Donc bien sûr, mon arrivée a été l'occasion, de même qu'à mon départ, tout bouge. Tout bouge tout le temps. C'est un peu épuisant pour les gens qui sont dedans, je dois le dire. Par moments, on trouve que ça bouge vraiment trop. Mais en même temps, ça évite des eaux mortes. L'eau est vive partout, quoi. Ça coule partout. Il n'y a pas des espèces de vieux méandres abandonnés dans un coin où ça croupit. C'est pas possible. Ils agitent la flotte partout, dans tous les coins. Et donc, j'ai été utilisé comme ça quand je suis entré, pour remuer un bon coup tout ce petit monde. J'étais une bonne occasion. Donc au Chambou, je pique les meilleurs partout. Je me souviens un type sympa qui était aux États-Unis à l'époque, quand il est revenu, il me dit, oh là là, mais t'as la Dream Team de Michelin là, comment t'as fait? Et puis je dis, c'est qu'on me l'a dit, prends les meilleurs. Je les ai pris. C'est incroyable.
Donc les boîtes ont des moyens d'action que, effectivement, le malheureux secteur public n'a pas. Le CNRS a un petit peu, et l'université pas du tout. Voilà. En gros, si je devais résumer. Et c'est quoi le meilleur, en fait? C'est quoi un meilleur? Qu'est-ce que vous Le appelez meilleur un par meilleur? rapport à quoi? Par rapport au meilleur pour faire quoi? Meilleur par rapport à quoi? Bon, il faut tout pour faire un monde. Les gens qui restent dans le public sur les mêmes sujets toute leur vie ou presque, ou bougent un peu, mais restent quand même dans un parcours qui a son autocohérence scientifique. Il y en a quelques-uns, brillantissimes, remarquables, exceptionnels. Ça fait des prix Nobel. Serge Laroche, remarquable. Et lui, toujours creusé, un sillon bien précis. Il a une bande de types avant lui et derrière lui, qui d'ailleurs ont eu des prix Nobel pour ceux qui étaient avant, n'est-ce pas? Il y en a eu deux, bon, qui sont de la même flotte pour un labo ou même une équipe dans un labo comme cela. Il y en a 20 qui restent dans les mêmes domaines, installés, cosy, confortables, publient toujours dans les mêmes revues, sur les mêmes sujets, en bougeant à peine, et ils apportent quoi à qui? Je ne sais pas. Voilà. Et c'est ça le problème. Donc dans le public, avec cette espèce de protection qui vous permet de pas beaucoup bouger, ça peut donner le meilleur. Rarissime. Quelques médailles d'or du CNRS, ou prix Nobel, ou etc. On en a, hein, ça donne vraiment des gens remarquables. Mais ça donne une quantité aussi non négligeable, moi je dirais un tiers, de gens qui au fond, ce qu'ils font, ça ne sert à rien. Je le dis comme je le pense. Pourquoi je sais ça? Parce qu'à une époque, le CNRS m'a dit, t'as pas envie de créer un laboratoire? Moi j'étais toute jeune encore, hein. Je dis peut-être, parce que j'avais une petite équipe à l'intérieur d'un labo, on était très excités, on emmerdait tout le monde avec ce qu'on voulait faire, enfin, on était enquiquineurs. Et me voyant, parce que les managers intelligents, ils essayent d'utiliser les gens remuants en ayant des buts dans la tête, évidemment. Et puis les gens qui vont se défoncer, qui vont travailler 10 fois plus que le voisin. Donc, ok, on prend notre petite bande, là, et si tu veux, tu crées un labo, tu auras tant de postes par an. À l'époque, c'était remarquable. Ils m'ont créé au total 5 ou 6 postes. Au CNRS, bon. Mais c'est dans certaines conditions. Tu t'installes à tel endroit. Ce sont des bâtiments existants. Il y avait un labo CNRS, université, où le CNRS a désassocié le labo parce que ça devenait de plus en plus lamentable. On n'a laissé que les universitaires, sans le moindre CNRS, enfin ils traînaient un ou deux techniciens CNRS. Et ils vivent avec de quoi survivre au niveau de travailler. Il y a des ateliers avec des techniciens, ils ne font plus rien. Il y a 2500 mètres carrés, ce qui n'est pas petit. Ça ne sert à rien, c'est perdu. L'université est d'accord parce qu'ils ne savent plus comment les gérer. Alors, tu prends la tête de ce labo qui est inexistant, en venant avec ta petite équipe, vous vous installez, on vous donne ça, tout ça c'est le CNRS, hein, l'université elle ne peut rien faire. On vous donne des sous, on te crée des postes si tu avances comme on l'espère, et on te soutient, et on ne te lâchera pas. Et ça, je l'ai fait. Je l'ai fait au CNRS, et je vous garantis que j'étais épuisée. Au bout de quelques années de ça, j'ai demandé une année sabbatique. J'étais, parce que je me défonce, le séminaire était un exemple, mais sur un temps très court. Ils me l'ont donné. J'ai pris une année sabbatique à Berkeley parce qu'ils ont bien compris que j'en avais. Mais là, une bataille pour remuer des gens qui étaient des braves gens. Ces universitaires, j'avais rien contre eux. Mais ils étaient installés dans leur petit lac, leur petit bateau-joire, là, qui était gigantesque. Ils avaient 2500 mètres carrés, ils étaient une quinzaine. Il y avait un atelier où plus personne ne foutait rien. Mais ça, c'était pas le seul atelier dans le secteur public de mécanique où plus personne ne faisait rien. Il y a des techniciens et plus rien ne fonctionne. Le CEA a eu ce problème inimaginable. Les ateliers qui ne produisent plus rien. Au CEA, chaque petit labo de recherche avait réinstallé un petit atelier de mécanique à côté de ses manips parce que l'atelier central ne produisait plus rien. Gestion inexistante, conflit.
Donc je sais de quoi je parle quand je dis malheureusement qu'il y a une partie du secteur public dans le monde que je connais, l'enseignement supérieur et la recherche, qui produit presque rien. Parce qu'il n'y a pas ni les moyens pour les manager, ni la culture pour manager les gens. Il y a l'idée que tout le monde est son propre maître, tout le monde est très intelligent, on est tous des chers collègues, et tout le monde va s'auto-définir ce qu'il doit faire, et ça va sûrement être formidable. Mais ça c'est angélique comme vision du monde, c'est pas vrai. Ça peut pas être vrai. Parce que si ça se passait comme ça, le monde serait merveilleux. Donc évidemment, il y en a, ils s'installent dans des trucs sans intérêt, il y en a, ils s'installent dans la paresse, il y en a, ils s'excitent sur un truc, ils n'ont pas encore compris que ça n'irait nulle part, etc. Bon, voilà. Voilà ce qui se passe. Ok, donc je ne parle pas en l'air quand je dis qu'il y a une partie, malheureusement, du secteur public qui ne sert pas à grand-chose. Il empêche du chômage, c'est tout. Ces gens-là sont employés au lieu d'être chômeurs. C'est tout, mais ils nous coûtent cher. C'est ce que je pense. Il y a quand même quelques petits brevets. Du secteur public, oui, bien sûr, mais là on revient sur les gens capables. J'ai dit un tiers, je n'ai pas parlé des 2 tiers restants. Hein, je n'ai parlé que d'un tiers des gens. Quand même, je n'ai pas du tout dit que tout le monde là-dedans était à peu près inutile. Non, 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 mais je pense qu'il y a un tiers que... Moi je vois bien, hein, dans le labo que j'avais, c'est pareil, j'aurais pu enlever un tiers des gens qui étaient là. Au fond, bon, ils avaient un poste, donc on les gardait. Mais enfin, ce qu'ils arrivent à faire, c'était pas terrifiant. Alors, il y a 2 tiers, il y a 2 tiers qui fonctionnent. Mais enfin, si déjà ça coûtait un tiers de moins, mais c'est pas possible, c'est pas une équation qui a un sens, ce que je dis. Parce que ces gens, s'ils n'étaient pas entretenus là, par le service public, on les foutrait au chômage. C'est aberrant. Donc, il y a un problème, quoi. Dans le privé, très longtemps, le privé, il y a 20 ou 30 ans, fonctionnait comme le public. Les grosses boîtes, non seulement françaises, mais allemandes, Siemens, bon, je ne vais pas me mettre mal avec Siemens, c'est pareil, si vous mettez ça sur le net, mais étaient remplis de types qui ne servaient plus à grand-chose. Parce que ces boîtes étaient riches. D'accord? Ça a changé. Ça a changé. Et donc, ces gens-là ont disparu progressivement. Mais il y a eu une époque où c'était pareil dans les entreprises. Simplement, comme les entreprises, ça se casse la gueule, elles ne sont pas entretenues par vous, par moi, enfin par tous les contribuables, ben, il y a un moment, il faut faire quelque chose. Hein. Puis comme le statut n'est pas le même, elles ont réussi à faire ça d'ailleurs très souvent sans douleur. Parce que les gens n'étaient pas remplacés, c'est tout. Il ne se passait rien d'autre. Ils partaient, on ne les remplaçait pas. Hein. Et les entreprises, le fameux lean management, ce truc épouvantable inventé à l'origine par Toyota, hein, et les Japonais, oui, toutes les boîtes du monde ont fait du lean management, c'est évident, depuis 20 ans, 30 ans. C'est clair. Donc ce que je décris dans le service public n'existe presque plus dans les entreprises, presque plus. Par contre, c'est toujours dans le service public, c'est toujours présent. Voilà. C'est ça la différence. Hein. Et je ne crache pas du tout sur le service public. Le service public produit des choses, on est bien d'accord. Le service public produit des jeunes extrêmement bien formés, extrêmement capables, qui passent des thèses dans des conditions très souvent, enfin extrêmement positives, ils apprennent plein de choses. Je ne suis pas du tout en train de dire que le service public est nul, c'est pas ça, hein. Surtout pas se méprendre sur ce que je dis. Mais je pense qu'il manque une partie de dynamisme, d'allant, je sais pas quoi. Et le SPCI, c'est un lieu unique où justement ces talents, il y est. Il y a des gens complètement excités pour faire des trucs à l'ESPCI. Vous avez vu Jacques Le Winer, mais il y en a plein d'autres. Déjà âgés, des gens qui ont mon âge, quoi. Enfin, Mathias Fink, tous ces gens qui créent des boîtes, qui n'arrêtent pas, ils n'arrêtent pas. Et bien sûr, ils entraînent autour d'eux des jeunes. Et l'ambiance, certainement, pour les élèves de l'ESPCI, mais qui est assez unique, je pense, en France, c'est une ambiance où il y a une recherche premier ordre, hein, et un dynamisme autour de cette recherche qu'on trouve dans peu d'endroits. Un dynamisme qui est tourné vers des enjeux appliqués, etc. À l'ENS, vous avez aussi ce dynamisme extraordinaire, mais il est tourné que vers la connaissance, enfin, ou presque que.
vers la connaissance. Alors on est les meilleurs à l'ENS pour ceci en maths ou cela en physique, et on a Dame et le pion à Cambridge ou je ne sais quoi. C'est un tout autre univers hein, qui a du mal, énormément de mal à l'ENS, à se connecter en fait au monde économique. Énormément de mal. C'est deux planètes, vraiment. Bon voilà. Est-ce que vous auriez justement des idées pour faire en sorte de mieux valoriser le doctorat, les docteurs, les doctorants? C'est pas moi qui ai des idées, c'est la planète qui les a. Heureusement pour nous, les anglo-saxons, qui dominent la science mondiale, jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce que ce soit peut-être un jour les Chinois, les anglo-saxons n'ont pas de diplôme d'ingénieur, comme en France ou comme en Allemagne, où on peut donc avoir deux catégories complètement différentes. Une élite qui devient ingénieur, et si elle en a envie, passe également un doctorat, parce que c'est le cas quand même de beaucoup de SPCI, d'un certain nombre d'X, etc. Et puis un monde de doctorants, les pauvres, eux, ils sont passés par l'université. Hein? Voilà. Parce qu'il faut bien voir, quand vous recrutez un doctorant en entreprise, il y a deux catégories que vous recrutez. Vous recrutez le doctorant qui en plus est ingénieur, et vous recrutez le doctorant qui est universitaire. Honnêtement, je dois avouer que la catégorie doctorant qui est également ingénieur est très légèrement dominante. On dit très légèrement, elle est nettement dominante. Nettement. J'en avais quelques-uns sous mes ordres à Michelin qui me disaient « Moi, Madame Bénard, vous avez bien vu, je suis seulement doctorant. Hein. » Oui, je disais « Oui, mais je veux bien remarquer, vous inquiétez pas. » Enfin, je suis seulement docteur. Vous étiez déjà docteur et embauché. Parce que c'est pas dominant, bien entendu. Hein. Et ça, le monde anglo-saxon n'a pas inventé cette dichotomie. Il y a un seul vrai diplôme. Que vous fassiez du génie des procédés, de l'informatique ou de la physique théorique, c'est le doctorat. Qu'est-ce que vous mettez sur votre carte de visite quand vous êtes américain ou anglais, ou d'ailleurs indien par effet de contagion, ou australien, etc. Tout le Commonwealth, en vérité, PhD. That's it. Il n'y a rien d'autre. En France, on ne met même pas qu'on est docteur sur sa carte de visite. Je me souviens, par provocation, à un moment, j'avais mis ça sur ma carte de visite, et mon frère me dit « Mais Christine, tu ne devrais pas mettre ça, tu n'es pas docteur. » Je lui dis « Comment je suis pas docteur ?» Non, c'est réservé, bien sûr, aux docteurs en médecine. En France, c'est ça l'idée. Bon. Donc, le monde anglo-saxon fait que dans le recrutement des entreprises, toutes les boîtes internationales, or en France, on devient très vite international. Dès que les boîtes ont une certaine taille, leurs marchés sont évidemment aussi en dehors de la France, hein, ça c'est clair. On est obligé d'avoir des échelles de recrutement où la place du doctorat, PhD, est indiquée clairement. Hein. Si vous prenez la classification E, qui est la classification qui sert pour les niveaux de responsabilité dans énormément de boîtes, eh bien on sait très bien où est-ce qu'on recrute un docteur, hein, où est-ce qu'on recrute un simple ingénieur, et où est-ce qu'on recrute un X. Ça c'est un peu compliqué, parce qu'il est un peu plus qu'un simple ingénieur, mais un peu moins qu'un docteur. Donc je plaisante, mais c'est vrai, on avait ces problèmes. Et donc le niveau docteur est repéré. Et maintenant, pour des boîtes comme Michelin, pour ne pas la citer, le niveau postdoc est repéré. C'est-à-dire, ça dépend du nombre d'années postdoc. Mais ce ne sont pas, entre guillemets, des années perdues, qui fait que vous êtes recruté comme si vous n'aviez pas fait 3 ans de postdoc. Or, dans les années 80-90, je me souviens très bien, j'étais patronne de labo, et j'avais des jeunes ingénieurs qui avaient fait Supélec, Centrale, etc. Bon, qui faisaient un doctorat. Et puis, la dernière année de leur doctorat, je les poussais à aller faire des interviews et tout, pour se faire embaucher dans des boîtes. Bon. Et souvent, ils revenaient en me disant, vous savez ce qu'ils m'ont dit? Non. Ils m'ont dit, pourquoi vous avez perdu 3 ans? C'est fini, ça. C'est fini. Une boîte qui dit ça, je ne sais pas d'où ils sortent. C'est totalement terminé. C'est impensable aujourd'hui. Mais, il y a presque 30 ans, 25 ans, des boîtes, très bien, qui avaient pignon sur rue, pouvaient sortir des trucs comme ça, des jeunes ingénieurs, effectivement. Là, il y a eu un progrès considérable. Les boîtes ont compris, alors bien sûr, c'est surtout en sciences, qui n'est pas ailleurs, donc vous le voyez beaucoup moins, hein. Les grosses, parce qu'il faut avoir une recherche suffisamment conséquente pour avoir de la place pour des gens qui ont un certain niveau. Moi, je vois bien,
je suis dans le conseil scientifique d'une petite boîte que je ne nommerai pas. Ils ont une R&D. Il y a 15 personnes. Vous ne pouvez pas avoir 15 docteurs. Hein? Vous pouvez en avoir 2 sur les 15. Les autres, il faut qu'ils fassent de la technique, l'assistant ingénieur, etc. Sans ça, la recherche ne va pas tourner. Il y a aussi ça qu'il faut voir. Donc, c'est les grosses boîtes qui vont pouvoir avoir un volant de docteurs et de post-doc. Bien sûr. Les autres ne peuvent pas se l'offrir. En plus, il faut qu'il y ait des carrières pour ces gens. Vous les recrutez comme ça. Il faut leur trouver un avenir. Qu'est-ce qu'ils font dans 10 ans? Voilà. Eh bien, merci beaucoup.